On est là. Ok. Allez. Les masques. Nous tombons les masques. Bonjour à toutes et tous. Marie-Hélène et moi, on se tient à distance et on enlève les masques parce que cette conférence de presse est enregistrée, filmée pour que la vidéo puisse être diffusée après pour tous les lecteurs et tout le public de Mediapart. L'équipe de Mediapart suit évidemment cette conférence de presse, comme vous, à distance. Là, il y a Marie-Hélène Smiéjean, la directrice générale, et puis derrière moi, Claire Denis et Renaud Creus, qui s'occupent de la communication de Mediapart. On va procéder de la manière suivante. Une introduction, une présentation des informations de cette conférence de presse annuelle, en vous précisant que tout ce que vous allez voir défiler est là-dessus, dans ce livret imprimé, mais que vous recevrez tous en PDF dès que la conférence de presse sera terminée, avec l'ensemble des chiffres, des résultats, des comptes de Mediapart commentés et détaillés. Exercice dont je le caractère unique dans le paysage des médias français. Après cette présentation par Marie-Hélène de tous ces chiffres et résultats, on ouvrira le temps des questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est comme il y a une petite bulle sur le côté de l'écran, c'est que vous envoyez votre demande d'inscription pour intervenir. Et puis je fais tourner la parole pour que ça fonctionne bien. Et évidemment, parfois, les réponses seront apportées par des membres de l'équipe ou de la direction de Mediapart qui ne sont pas dans cette salle, mais sont via l'écran. Avant que Marie-Hélène commence à détailler tout cela, je voudrais juste avoir un mot et dédier cette conférence de presse à notre confrère Manuel Jardineau, notre ami, notre camarade, qui est décédé il y a de ça une semaine des suites d'un infarctus. Nous lui avons rendu hommage collectivement de manière polyphonique dans les colonnes de Mediapart. Il nous avait rejoint il y a 4 ans. C'est ce qu'on appelle une belle personne, un bon camarade, un type bien. Et du coup, cela a créé beaucoup d'émotions, non seulement au sein de Mediapart, mais au sein de la profession, de toutes celles et tous ceux qui l'ont croisé, notamment dans un collectif de pigistes qui s'appelle toujours les Incorrigibles, ou à l'association des journalistes de l'information sociale, dont il était un des piliers et qu'il a longtemps présidé. Et donc voilà, je voulais lui dédier cette conférence de presse annuelle qu'il n'aurait pas manqué. Je souligne que par ailleurs, c'était un élément important de notre conseil comité social et économique, un élu de notre collectivité. Voilà, je laisse Marie-Hélène qui va défiler toutes ces informations et après, comme toujours, on répondra aux questions, sachant qu'il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que des mauvaises réponses. À toi, Marie-Hélène. Merci. Bonjour à tous et bonjour à tous nos lecteurs que nous remercions puisqu'on diffusera sur les réseaux sociaux ensuite cette conférence de presse et elle est destinée et partagée aussi avec eux. Alors, le bilan de l'année 2020 pour Mediapart, c'est un bilan... Pardon ? Pardon. Donc, c'est un bilan qu'on va vous présenter en 3 étapes. Donc, le modèle économique de Mediapart à l'épreuve de l'année 2020, les choix que nous avons faits sur cette année difficile pour tous et les résultats qui en découlent. Alors, sur cette première année, on va dire c'était notre modèle économique à l'épreuve de la pandémie que personne n'avait anticipée et qui a démontré la force de ses capacités par rapport à cette situation tout à fait inédite. Je rappelle que 98% de notre chiffre d'affaires provient des abonnements. Vous connaissez notre slogan « Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter ». Mais c'est aussi un élément qui a renforcé
la possibilité, la capacité d'un journal dans ces épreuves-là. Nous n'avons pas de publicité depuis le début. Donc la pandémie n'a pas affecté nos recettes puisque nous n'avons pas de baisse des recettes publicitaires. Nous n'avons pas d'événementiel payant, donc nous n'avons pas non plus d'impact de l'arrêt de l'activité événementielle payante. Et vous le savez, depuis sa création, nous n'avons pas de papier et nous n'avons pas été impactés par les difficultés de la distribution qui ont impacté les autres quotidiens nationaux et l'ensemble de la presse papier. Et enfin, vous le savez, depuis notre création, nous sommes 100% numériques et il est indéniable que cela a facilité, même si après l'épreuve du télétravail est la même pour toutes, ça nous a facilité la possibilité de basculer en télétravail pour l'ensemble de l'équipe. Alors les résultats 2020, je reviendrai dessus. Donc c'est une forte croissance du chiffre d'affaires, plus 22%. C'était déjà une forte croissance en 2019, donc cette forte croissance du chiffre d'affaires n'est pas liée qu'à la pandémie, c'est une tendance que nous constatons déjà depuis 2 ans, mais c'est la première fois que Mediapart dépasse les 20 millions d'euros, et quand on revoit cet historique de 2007, 2008, 2009, on est conscient du chemin que l'on a parcouru et de la croissance très importante qui s'est inclue. Et également une forte croissance des abonnés. Donc j'aurais pu commencer par la forte croissance des abonnés, j'ai commencé par la forte croissance du chiffre d'affaires. Les deux sont liés, c'est-à-dire que les abonnés de 2020 en Mediapart ne sont pas des abonnés à des offres promotionnelles, à des prix réduits. Ce sont des abonnés au tarif normal de Mediapart, ce qui explique cette double croissance chiffre d'affaires et nombre d'abonnés. C'est la première fois que Mediapart dépasse les 200 000 abonnés individuels. Et c'est en fait presque 220 000. Vous savez que nous avons l'habitude de compter de façon très précise nos abonnés. Donc les abonnés que nous citons là au 31 décembre, c'est la situation au 31 décembre. Ce sont des abonnés qu'on appelle net actifs payants, c'est-à-dire qu'ils ont un abonnement en cours, un mode de paiement en cours de validité, ils n'ont pas résilié et ils sont au tarif standard. Donc cette forte croissance des abonnements, on la doit à en fait un certain nombre de choix que l'on a fait au cours de l'année, ce qu'on va appeler les choix de Mediapart en 2020. Donc le premier choix que nous avons fait a été mais c'est valable aussi pour toute la presse, c'est-à-dire de relever le double défi que représentait la couverture éditoriale d'un tel événement, la pandémie, dans une structure et dans un contexte très contraint avec le confinement. Dès le 13 mars, ça a été la bascule totale en télétravail, donc l'intégralité des 100 collaborateurs, et vous verrez à la fin que c'est plus de 100 collaborateurs aujourd'hui, a basculé en télétravail. On a très rapidement renforcé tous les équipements pour faciliter le télétravail pour l'ensemble des équipes. Au milieu du confinement, du premier confinement, on a attribué une semaine de congés supplémentaires pour que les personnes arrivent à faire face malgré toutes les contraintes qu'il y avait pour ceux qui ont des enfants, les enfants, l'école, etc. Et c'est une situation que l'on a poursuivie, c'est-à-dire qu'on a continué, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous sommes en télétravail pour 75% des salariés. Seuls 25% maximum sont autorisés à venir dans les locaux. On fait des tours d'enregistrement et d'inscription de manière à permettre et de poursuivre le contact entre les uns et les autres, mais on a donné la priorité à la santé des salariés en se contraignant, parce que c'est une contrainte qu'on ressent tous, à ne pas avoir plus de 25% des collaborateurs dans les locaux. Et malgré tout ça, et c'est ce que j'ai appelé la force de notre collectif, malgré tout ça, on a poursuivi, on a mené une année vraiment extraordinaire. Sur le deuxième choix que l'on a fait très rapidement, dès le courant du mois de mars, on a décidé de renforcer considérablement l'équipe en créant et en recrutant 27 nouveaux collaborateurs dans tous les secteurs de l'entreprise, c'est-à-dire pas seulement bien sûr l'éditorial, mais aussi l'ensemble des composantes qui font Mediapart aujourd'hui, la technique, le marketing, les réseaux sociaux, la modération, les équipes gestion, finance, compta, les services relations abonnés et les équipes RH. Et on a mené ces recrutements avec deux principes que l'on partage et que l'on renforce chaque année, parité et diversité. Pour information, donc notre indice d'égalité professionnelle à Mediapart est 99 sur 100.
Nous aimerions pouvoir atteindre 100%, c'est en tout cas l'objectif que l'on se donne chaque année. Pour nous, ça devrait être 100%, enfin 100 sur 100. Nous avons également créé un poste de gender editor. C'est le poste de gender editor, ce n'est pas seulement pour on va dire la couverture et les sujets éditoriaux, mais c'est aussi en interne veiller à cet équilibre et à cette parité et au respect en fait mutuel de cette équipe. Et nous avons aussi créé une commission diversité depuis plus d'1 an de manière à assurer des recrutements qui permettent la diversité et qui offrent cette diversité. Et donc au total, au 31 décembre, nous avons atteint un effectif de 118 salariés, donc une croissance. L'année dernière, nous étions, je vous dis de mémoire, 94 ou 97 salariés, donc une croissance très importante dans une année de confinement qui ne facilitait pas les recrutements et qui ne facilitait pas la mise en relation et la mise en contact. Troisième choix que l'on a fait aussi dès le mois de mars, le soutien à la profession. La plupart, ou beaucoup en tout cas de pigistes, ont vu leur pige s'arrêter par des journaux très touchés par le début du confinement et la baisse de la distribution des journaux papier. Nous avons au contraire voulu soutenir majoritairement et massivement cette population, et donc nous avons fait travailler 175 pigistes différents à Mediapart en 2020 sur l'ensemble du sujet, et à la fois en termes de soutien, mais également pour assurer la couverture que posait cette grande pandémie à une équipe éditoriale sous une structure vraiment très contrainte avec le confinement. Mais nous avons aussi voulu aider les partenariats éditoriaux avec la presse indépendante, que ce soit bien sûr tous ceux que vous connaissez déjà, Bondiblog, Médiacité, Mars Actu, Le Poulpe, Le Doc, Guia Web. Nous avons initié un nouveau partenariat avec une prise de participation avec Rue 89 et Rue 89 Strasbourg. Et nous avons également initié un partenariat éditorial avec une nouvelle revue des révolutions féministes, La Déferlante, avec laquelle nous prendrons une participation dans les semaines qui viennent. Et de même, au niveau de l'international, nous poursuivons les partenariats avec Jacobin, Infolibre, Il Fato, et les 2 partenaires d'investigation, European EIC et Investigate Europe. Choix numéro 4. Dans cette période difficile, nous avons décidé de poursuivre toutes les innovations éditoriales que nous menons depuis plusieurs années, facilitées aussi par le numérique, parce que nous n'avons pas la contrainte du papier et que nous pouvons, avec les développements que permettent aujourd'hui les vidéos, avancer de façon très significative sur l'ensemble des modes et des formats qui permettent de diffuser de l'information grâce au numérique et grâce aux évolutions du numérique. Donc nous avons créé, au milieu du confinement, vous voyez que les images en bas à gauche sont devant le réfrigérateur de Mathieu Magnodex ou la cuisine de Valentine Auberti. Donc nous avons créé une nouvelle émission vidéo quotidienne en accès libre qui s'est appelée À l'air libre, et nous avons décidé de la professionnaliser, de la reprendre, de la généraliser à partir de la rentrée de septembre, en ayant des journalistes dédiés, des JRI, donc des journalistes reporters d'images, un monteur, une équipe de tournage, une équipe dédiée de réseaux sociaux, et à développer en fait son contenu dans et hors les murs sur des sujets de reportage ou sur des invitations d'entretien en studio qui sont donc tous les jours de 19h à 19h30, tous les soirs du lundi au jeudi, en clair et en direct, non pardon, pas en direct, en clair, mais pas en direct, j'ai oublié de corriger, sur le site et en rediffusion. Et cette en fait nouvelle émission nous a donné accès, enfin on le ressent très directement, notamment via les réseaux sociaux, puisque vous savez que on ne demande pas d'informations à nos lecteurs sur qui sont-ils, quel âge ont-ils, où habitent-ils, etc. Mais on le voit sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle émission clairement atteint une audience plus jeune que celle que nous avions jusqu'à maintenant sur les abonnements traditionnels. Pour vous en donner un exemple, le 1er mars, en fait, l'équipe À l'air libre a décidé de lancer une émission spéciale jeune, une semaine spéciale jeune, et nous avons souhaité offrir, en fait,
Donc, on a lancé un code d'accès gratuit à 19 heures sur l'émission À l'air libre, permettant à tout jeune de moins de 25 ans, et nous ne demandons pas la carte d'identité ou la preuve qu'il a moins de 25 ans, de souscrire un abonnement gratuit pendant 6 mois, donc totalement gratuit. On ne prend pas d'empreinte de carte bancaire, on ne demande pas d'autres informations. Et en fait, en 4 heures, nous avons eu 14 000 lecteurs qui ont souscrit cet abonnement de 6 mois offert à Mediapart. Donc, ça montre la capacité et l'intérêt de jeunes lecteurs aujourd'hui à une information indépendante et, ce qu'on espère, essentielle pour poursuivre leur sensibilisation aux grands enjeux du jour. Enfin, donc, toujours dans les innovations éditoriales, on développe de plus en plus d'enquêtes, de nouveaux formats. Donc, nous avons fait une enquête en fait sur le squal et ses relations avec Bernard Arnault et le groupe LVMH. Nous avons fait une énorme enquête également vidéo sur l'influence des réseaux sociaux et les failles dans l'organisation des camps militaires et les forces et les forces en présence de l'armée française. Nous avons contribué, en fait, diffusé cette formidable enquête de Forensic Architecture sur l'explosion à Beyrouth. Nous travaillons sur des solutions de motion design. Nous avons aussi contribué à lancer des appels par ce formidable appel de Vincent Lindon qui est aujourd'hui à 5,9 millions de vues, qui s'intitulait donc le 6 mai 2020 « Comment ce pays si riche, la France, 6e économie du monde, a-t-il pu ?» Et donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter ce formidable appel de Vincent Lindon. Enfin, toujours la poursuite des portfolios, des panoramiques, des podcasts sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément attendu. Allez voir ce portfolio admirable du cheval Peyo qui accompagne des patients en situation de détresse médicale, ou cet autre panoramique sur la souffrance de l'élevage sous les lignes à haute tension, donc sur des sujets qu'on développe de plus en plus dans les parties studio du journal. Et puis aussi la bande dessinée, donc un partenariat avec la revue dessinée. Ne parlez pas de violence policière, c'était le terme d'Emmanuel Macron, qui a rencontré un énorme succès là aussi, plus de 15 000 exemplaires vendus, alors que c'était une initiative au départ. Je vous rappelle que nous avions instauré, c'était Beauvau, Place Beauvau, je ne sais plus le terme exact. Allô, Place Beauvau, voilà, sur cette question des violences policières. Puis l'idée a été de faire une bande dessinée et aujourd'hui nous allons travailler à nouveau sur d'autres déclinaisons d'enquête via des bandes dessinées. Enfin, les innovations produits. Donc, vous avez vu notre nouvelle appli mobile avec ce fameux logo qui est devenu rouge. De nouvelles newsletters, la lettre américaine à l'occasion des élections américaines, la lettre à l'air libre, la lettre du club. Des nouveaux avantages partenaires aussi, avec notamment la BNF, l'INA, donc la BNF avec Retro News, l'INA avec Madeleine, des quiz aussi pour toujours renforcer ce lien avec les lecteurs ou leur permettre de découvrir. C'est le cas aussi avec Tank, ça fait pratiquement 4 ou 5 ans que nous travaillons avec Tank pour permettre la découverte de documentaires. Et puis, bon, ça ne serait pas Mediapart s'il n'y avait pas les enquêtes. Donc, bien sûr, cette première enquête, le 1er avril, sur les masques et les preuves d'un mensonge d'État. Vous avez à droite, c'est juste les enquêtes sur 3 mois, donc ça devient totalement illisible. Mais vous avez l'intégralité de ces enquêtes qui sont reprises dans le livret annuel, enfin l'intégralité, une bonne partie de ces enquêtes qui sont reprises dans le livret annuel qui vous sera diffusé en PDF. Parce que vous n'êtes pas là, hélas, mais qui vous sera diffusé en PDF après la présentation. Enfin, les résultats. Donc, pour ceux qui ont raté le début, je reviens sur la croissance extraordinaire du nombre d'abonnés à Mediapart en 2020. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas les courbes de la pandémie, c'est la croissance, en fait, les pics de souscription d'abonnement en 2020. Donc, au total, près de 220 000 abonnés. Mais je rappelle que quand
nous parlons de 220 000 abonnés, ce sont les nets actifs payants à la fin de l'année. Mais c'est plus de 93 000 nouveaux lecteurs qui ont souscrit pour la première fois un abonnement à Mediapart au mois on va dire le 1er janvier et le 31 décembre de cette année. Il y a bien sûr les abonnements, mais il y a aussi la visibilité et l'audience de Mediapart, donc multipliée par 3. Vous voyez que cette audience n'a pas baissé en fait elle s'est bien sûr un peu diminuée au mois d'été, mais elle est restée très élevée. On a des moyennes à plus de 12 millions de visites par mois. Et c'est aussi un renfort très important de Mediapart sur les réseaux sociaux. Il y a eu bien sûr, avec Mediapart reste le seul journal participatif avec la libre expression des abonnés dans le club, donc 587 000 commentaires dans le journal, mais c'est aussi le doublement de nos abonnés sur Instagram avec 450 000 abonnés, une croissance donc 1,2 million, c'est pas la croissance, ce serait bien, mais c'est le total de likes sur notre page Facebook, et 422 000 abonnés sur YouTube et 2,7 millions de followers. Donc tout ça, c'est aussi un renforcement très important de notre équipe sur les réseaux sociaux, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais qui a effectivement été triplé à l'occasion de cette année 2020. Enfin, donc le résultat, vous pourriez dire, avec tous ces investissements, quel a pu être le résultat de Mediapart en 2020? Eh bien, c'est le modèle économique qui est là, donc un résultat courant avant impôt en très forte croissance. Nous atteignons 6 450 000 euros de résultats avant impôt, soit un taux de plus de 30% du chiffre d'affaires, et un résultat bien sûr après impôt qui va être très élevé aussi. Je rappelle que dans ce résultat, il n'y a pas de subvention, zéro subvention, il n'y a pas d'aide d'État, zéro aide d'État, il n'y a pas d'argent reçu de Google, que ce soit pour l'utilisation de leur système de paiement ou pour l'utilisation de nos informations ou toute autre aide que Google peut distribuer à son gré. Il n'y a pas d'aide de Microsoft, il n'y a pas d'aide de Facebook, il n'y a pas de mécènes. Donc ce sont seulement nos abonnés qui font ce résultat, et je profite de ce message pour remercier la fidélité de nos abonnés qui, j'espère, verront aussi cette présentation. Et un résultat avant impôt. Pardon, je signale pour information que les impôts, 1 637 000, mais surtout une participation des salariés qui s'est élevée à 715 674 euros. Donc un résultat après impôt de 4 006 201 000, soit pratiquement 20% du chiffre d'affaires. Alors, que faisons-nous de ces résultats? Ils confortent l'indépendance de Mediapart. Vous avez vu qu'on a beaucoup investi en 2020, on va continuer à beaucoup investir en 2021 pour développer le journal, pour développer ses formats, ses contenus, son équipe. Mais nous avons aussi instauré en 2019 une structure qui garantit l'indépendance de Mediapart et qui va être confortée par ces résultats. Donc je rappelle brièvement, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits déjà sur ce sujet, la structure qui a été créée en 2019. Vous voyez que j'ai souligné 2019 parce qu'on a vu apparaître récemment des grands quotidiens qui indiquent que depuis septembre 2020, le premier quotidien national appartenant à un fonds de dotation. Les faits sont importants, c'est-à-dire qu'on est ravis d'avoir créé et d'avoir inventé cette structure en 2019. On est ravis si elle permet à d'autres journaux et à d'autres quotidiens de poursuivre et d'essayer d'installer et d'instaurer dans le temps leur indépendance. Mais nous rappelons que nous l'avons créé en août 2019. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fonds de dotation? Je rappelle, un fonds de dotation, c'est un mi-chemin entre une fondation et une association. Le fonds de dotation, Fonds pour une presse libre, que nous avons créé en août 2019, c'est un fonds qui a une mission d'intérêt général. Sa mission d'intérêt général, c'est la défense de la liberté de l'information, du pluralisme de la presse et de l'indépendance du journalisme. Pour cette mission, et je rappelle seulement pour cette mission, un fonds de dotation peut collecter des dons bénéficiant d'une déduction fiscale de 66%. Là, ce sont pour les particuliers. Les taux sont légèrement différents pour les entreprises. Donc,
cette mission et cette collecte de dons ne peut se faire que pour une mission d'intérêt général qui est au titre de la défense du pluralisme de la presse. Le FPL possède donc a été doté via la SMIB de 99,9% de Mediapart. Donc nous avons au-dessus du pointillé une structure qui est une structure à but non lucratif qui garantit et qui pérennise dans le temps l'indépendance du capital de Mediapart. En bas, nous avons Mediapart qui est une SAS à but lucratif soumise aux droits des sociétés et soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors nous avions mis, quand on nous a présenté ce schéma, qui est déjà le schéma de 2019, nous avions mis un pointillé. Mais nous aurions dû mettre une ligne rouge, ça aurait été plus clair. C'est-à-dire que il y a une étanchéité totale, et il doit y avoir une étanchéité totale entre le secteur non lucratif et le secteur lucratif. Et donc, par exemple, un don défiscalisé ne peut en aucune façon alimenter financièrement une structure à but lucratif. Donc, c'est un point fondamental. Nous avons, au moment où nous avons créé cette structure, fait une demande de rescrit fiscal, c'est-à-dire demander à l'administration fiscale de valider ce principe qu'un fonds de dotation qui mène une mission d'intérêt général à but non lucratif, qui est à ce titre éligible à collecter des fonds défiscalisés, peut détenir à titre secondaire une participation de 100% dans un journal, mais en aucun cas les fonds reçus défiscalisés ne peuvent alimenter la structure à but lucratif soumise aux droits des sociétés. Deuxièmement, et c'est pour ça aussi que ce rescrit fiscal est important, puisque l'administration a clarifié sa position par rapport à ce sujet, les dirigeants du fonds de dotation, donc qui mènent l'activité à but non lucratif, ne doivent pas intervenir dans la gestion de la société à but lucratif. Et vice-versa, les dirigeants de la structure à but lucratif ne doivent pas intervenir dans la gestion du fonds de dotation. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de dirigeants de Mediapart au sein du fonds de dotation. En aucune façon, les dirigeants de Mediapart, pour des raisons évidentes de conflit d'intérêts, ne peuvent intervenir dans la structure du fonds de dotation, et les dirigeants du fonds de dotation ne doivent pas ingérer dans la structure à but lucratif. Nous avons, à la fin de l'année dernière, donc finalisé la dernière pierre de cette structure. Donc je rappelle que sont publics et sont publiés auprès du greffe du tribunal l'intégralité des statuts du FPL, l'intégralité des statuts de la SPIM et l'intégralité des statuts de Mediapart qui ont été finalisés au 17 décembre 2020. Et donc ces statuts précisent que le conseil d'administration du FPL, composé de 7 membres qui à leur création ont été cooptés, le conseil d'administration de la SPIM, également composé de 7 membres, également cooptés, n'ont rien à voir avec les conseils d'administration de Mediapart et la direction éditoriale de Mediapart. Donc je vous invite, et on vous les enverra si vous le souhaitez, à prendre connaissance des statuts de Mediapart qui ont été votés le 17 décembre de l'année dernière. Donc, le conseil d'administration de Mediapart est composé de 4 membres nommés par Mediapart, le président, le directeur général, le directeur éditorial et un 4e membre représentant Mediapart. 2 membres sont nommés par la SPIM et 1 membre est coopté. En ce qui concerne la direction éditoriale de Mediapart, elle est proposée par le président de Mediapart, mais c'est sous réserve d'un vote à la majorité absolue des journalistes. Ce sont des éléments essentiels pour garantir l'indépendance du journal. Donc, nous rappelons les 3 piliers de l'indépendance: indépendance du capital, indépendance des recettes, indépendance éditoriale. Un Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais terminer juste par un message. Donc, le Fonds pour une presse libre a lancé hier un appel à projet. Donc, ils ont l'an dernier créé un premier appel à projet pour soutenir justement des titres de presse indépendants au titre de leur défense du pluralisme de la presse et de l'indépendance du journaliste. Ils ont sélectionné 3 projets: Far West, Orient 21, Getty News, et ils viennent de lancer hier un 2e appel de projet, pour à nouveau aider des titres de presse qui se créent. Vous avez tous les éléments sur le fonds presselibre.org.
Voilà. Donc, c'est aux questions. oui. Donc voilà le bilan des 13 ans, hein, jour pour jour. Hein. Nous sommes le 16 mars et Mediapart s'est lancé le 16 mars 2008. Donc voilà où nous en sommes au bout de 13 ans. Donc comme je l'ai dit, le plus simple, c'est que vous inscriviez, je vois certains d'entre vous sur l'écran que j'ai en face de moi, mais pas tous. Donc que vous m'envoyez un petit message pour vous inscrire et on fait tourner la parole comme cela. Qui veut commencer? Qui veut poser les premières questions? Il y a quelques habitués de nos conférences de presse qui donc peuvent comparer d'une année à l'autre. Je rappelle que donc vous aurez le PDF à la fois de la brochure et évidemment de cette présentation pendant la conférence de presse qui la résume, qui vous sera envoyée par mail dès que la conférence de presse est terminée. Une question? Une question? Qui veut? Il y a Olivier qui veut bien commencer. Olivier, alors c'est Olivier, mais alors c'est Olivier Hubertali, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour, Olivier Hubertali du Point, à l'appareil. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous attendiez pour cette année. Est-ce que vous attendiez une telle croissance par rapport à l'année dernière, qui a été une année quand même assez exceptionnelle? Marie-Hélène va répondre. Nous avons l'habitude, et notamment grâce à la vigilance de Marie-Hélène, d'être toujours prudent. Donc on a fait un budget très prudent pour cette année, voilà, avec la même logique d'investissement pour accompagner le développement de Mediapart. Et en général, grâce au talent de Marie-Hélène, à chaque fois, depuis qu'on existe, les prévisions de son budget ont été dépassées à la hausse. Donc Marie-Hélène, je te laisse répondre plus précisément. Nous prévoyons en fait cette année particulière parce que vous savez qu'on va rentrer dans le tunnel de la présidentielle. Donc je pense qu'il y a une année en deux temps, sûrement sur le premier semestre, pas du tout la même croissance que ce que nous avons réalisé l'an dernier, et une accélération à partir de septembre sur la partie des abonnements et la partie de préparation et de démarrage de la présidentielle. En ce qui concerne le chiffre d'affaires et le résultat, on ne prévoit pas de gagner autant d'argent que cette année, et c'est pas d'ailleurs notre souhait. Nous réinvestissons énormément. Cette année, nous réinvestissons à nouveau plus de 2 millions d'euros dans les différents projets, dans la poursuite des recrutements, dans le développement des produits. Je pense que nous aurons sans doute une croissance de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires et un résultat peut-être de l'ordre de 20% de moins que cette année. La formule fétiche à Mediapart, que ce soit pour notre activité ou pour l'actualité, c'est rien ne se passera comme prévu. Donc je fais partie de ceux qui pensent que nous pouvons avoir d'heureuses surprises. Jamais nous n'aurions pensé être à plus de 200 000 abonnés si tôt. C'était un horizon dont nous blaguions en pensant que nous y serions peut-être après la présidentielle de 2022. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Oui. Alors, il y a donc, je vois, je connais pas. Oui, je suis désolé, je ne me souviens pas du prénom. Donc c'est Bonacossa. Votre prénom, oui, c'est Cécile ou Caroline, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, de stratégie. Caroline Bonacossa de stratégie. Allez-y. J'ai une question sur les différentes enquêtes que vous avez publiées cette année. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont celles qui ont été le plus attractives en termes d'abonnement? Est-ce que vous avez les moyens technologiques de mesurer ça? C'est-à-dire, j'imagine à la fois de mesurer les enquêtes qui, chez vos abonnés, ont eu le plus de succès, mais aussi celles qui ont généré de l'abonnement. Alors, il n'y a pas d'automatisme. Il y a parfois des enquêtes que nous pensons très, très originales et tout à fait stupéfiantes.
qui crée une longue traîne, mais qui ne crée pas de pic. Je prends un exemple, c'est la série très originale qui a été faite par Fabrice Arfi cet été sur le squal, c'est-à-dire sur Bernard Squarcini, qui quand même est digne d'une série Netflix sur un monde un peu mafieux, pourrait-on dire, puisqu'on voit un ancien haut policier être au service d'opérations douteuses de l'homme le plus riche de France, et en même temps en lien avec un ancien président de la République, et en même temps en lien avec la grande criminalité et explicitement mafieuse via le parrain des parrains, Monsieur Tommy. On aurait pensé que cette série créerait un événement, serait beaucoup reprise et créerait beaucoup d'abonnements. Ce n'a pas été le cas, même si ça a conforté la croissance de Mediapart. En clair, la leçon, c'est que un scoop, une enquête, rencontre un moment. Est-ce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe dans la société? Et l'exemple typique de l'année 2020, c'est l'enquête sur les masques, vraiment les révélations sur un mensonge d'État, car cette enquête a été prémonitoire. Au fond, ça a été la première grande enquête dans la presse sur les mensonges qui ont accompagné et qui continuent d'accompagner la gestion de la pandémie, comme nous l'avons raconté la semaine passée dans un long panoramique très détaillé de François Bonnet, où nous avons mis en évidence à la fois ces mensonges, le verticalisme et l'infantilisation de la gestion de la pandémie. Il y a eu les mensonges sur les masques, sur les tests, sur l'arrivée des vaccins, et on pourrait détailler encore plus. Donc voilà, l'événement a été celui-là. Il n'y a pas d'automatisme. Et de ce point de vue, c'est rassurant, c'est-à-dire que c'est un matériau humain, ça ne se met pas en modélisation. Voilà, il y a un scoop rencontre une attente à un moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce scoop-là a été le scoop. Et vous le voyez d'ailleurs dans la courbe qu'a montré Marie-Hélène tout à l'heure, où il y a un gros pic au moment du confinement. Au moment où commence le confinement, 15 jours après le début du confinement, c'est Mediapart qui vient faire événement sur la gestion de la crise, et depuis d'ailleurs tout cela a été prolongé et confirmé par d'autres enquêtes dans d'autres médias. Aude Carrasco de Lacroix. Oui, bonjour. Bonjour et puis félicitations déjà. Merci. En cette période, c'est des beaux résultats. Non, moi, j'avais des questions au sujet des partenariats que vous avez développés avec Mars Actu, Médiacité, Le Poulpe et d'autres. Je voulais savoir exactement en quoi ils consistaient. Bon, est-ce que c'est en termes de visibilité, en termes de soutien financier, de prise de participation? Est-ce que c'était le même type de partenariat pour ces différents médias ou est-ce que c'était un peu du cas par cas? Voilà. Et quel bilan vous en tiriez? Je vais proposer donc à nos co-directeurs éditoriaux de répondre, Stéphane Aliès qui gère plus particulièrement d'ailleurs ces partenariats au plan éditorial, et Karine Fouteau qui sont donc comme vous en visio. C'est toi Stéphane qui commence? Oui, bonjour à tous. Alors sur les partenariats, ça ne cesse de consolider un petit peu cette relation. Donc en gros, c'est un cas par cas, mais qui est un petit peu organisé et réfléchi, en essayant de trouver une dynamique collective, y compris entre des journaux différents, mais qui partagent des valeurs tout en étant respectueux des lignes éditoriales de chacun. Mais en gros, on a commencé cette année un partenariat rapproché, mais perturbé par la crise sanitaire autour des municipales, qui nous a permis de nous connaître encore mieux encore. Et donc on prolonge ce partenariat assez renforcé cette année avec nos pure players locaux, ce qu'on appelle avec beaucoup d'affection, je précise, nos cousins de province, qui partagent les mêmes valeurs
au fond que nous sur l'indépendance à la fois des pouvoirs politiques comme économiques locaux, et c'est pas une sinécure vu la situation aujourd'hui de la presse régionale, et qui arrive peu à peu à s'imposer dans les paysages médiatico-politiques locaux, notamment lors de ces municipales. Aujourd'hui, Mars Actu est à l'équilibre, on commence même à gagner un petit peu d'argent. Ça n'est pas encore le cas pour Médiacité, mais qui progresse de plus en plus. Il y a un cas par cas d'une certaine manière, non pas dans le partenariat éditorial, il peut y en avoir un au niveau financier, puisque là en fait on est en fait toujours à l'écoute de ses partenaires, et donc cette année par exemple on a eu la joie d'accueillir dans notre giron entre guillemets rue 89 Strasbourg qui avait changé d'actionnaire et donc a fait appel à nous un petit peu sur cette logique de dire on aimerait avoir un partenaire qui soit issu de la presse indépendante. On pourrait faire un partenariat avec des investisseurs locaux, des entrepreneurs locaux, mais on préférerait plutôt vous avoir dans notre tour de table. Donc nous, selon des conditions que Marie-Hélène pourrait rappeler, mais si je ne m'abuse, qui sont autour de pas plus de 2 prises de participation et jamais plus de 20% du capital. Donc on aide comme cela Mars Actu, effectivement, ou rue 89 Strasbourg depuis peu. Et puis on a des échanges. Alors c'est des échanges. En fait, on essaye maintenant de payer les articles qu'on va reprendre et qui sont publiés par nos partenaires, histoire de les conforter un peu financièrement. Et puis on continue à creuser de plus en plus. On l'a fait par exemple avec rue 89 Strasbourg sur les violences sexuelles dans la musique, où on a fait un gros travail en commun avec Médiacité. Ça continue aussi également à avoir des enquêtes coproduites, et puis des échanges d'informations, et puis une réflexion commune un petit peu là avec les élections régionales qui vont arriver, essayer de se déployer. Voilà, l'idée c'est pas de construire un groupe de presse, c'est plutôt de contribuer à un écosystème vertueux de presse indépendante, de pouvoir politique et économique, quel qu'il soit au niveau national comme au niveau local. Karine, veux-tu ajouter quelque chose? Karine, écoute, je crois que oui, je vous entends tous très bien. Non, je pense que Stéphane a été très complet. C'est vrai que pour nous, tous ces partenariats comptent énormément. Voilà, et nous permettent de tisser une toile sur le territoire, mais avec eux. Enfin, effectivement, c'est pas du tout un geste d'englobement. Au contraire, c'est vraiment de partage. De plus en plus, on pense notre couverture éditoriale en fonction de leur capacité à eux de produire telle ou telle information. Donc, je pense qu'on a tous à gagner à ce rapprochement. Marie-Hélène va préciser sur les investissements financiers. Oui, alors je te laisse la parole parce que aussi pour parler du plus récent des partenariats qui n'est pas avec un pure player local mais avec une nouvelle revue, mais je te laisse en parler. Tu connais le dossier aussi bien si ce n'est mieux que moi. Merci. Donc c'est simplement pour préciser et confirmer ce que vient de dire Stéphane, c'est-à-dire que les prises de participation ou les souscriptions au capital que nous faisons sont des souscriptions de soutien. Donc à la demande des journaux concernés et en veillant à effectivement ne jamais être un actionnaire prépondérant, encore moins majoritaire. Donc nous plafonnons à 2 souscriptions à deux levées de fonds différents et pas plus de 25 000 € à chaque fois, de manière à rester en soutien, mais en aucune façon en prise de participation dominante sur ces journaux-là. En ce qui concerne le dernier projet, donc je l'ai rapidement cité dans la présentation. Donc c'est une revue des révolutions féministes qui s'appelle La Déferlante, avec laquelle on a déjà initié. Donc c'est un MOOC qui va sortir en fait. Donc, bien sûr sous forme de papier, même s'il y a un site aussi. Et donc nous allons souscrire à l'augmentation de capital qui est en cours en fait. La levée de fonds est en cours. Il y a une question de Didier Falcan des Clés de la Presse. Oui, bonjour. Effectivement, depuis pas mal d'années, vous parlez de votre renouvellement des dirigeants, de passer la main à de futurs dirigeants. Alors, il y en a certains qui sont là, mais la conférence de presse est quand même animée par vous deux. Donc, je voulais savoir un peu à quel
à quelle échéance vous voulez prendre un peu plus de recul et comment la transition que vous menez depuis quelque temps se passe concrètement au niveau des équipes, éditorialement, mais aussi en gestion, etc., à tous les niveaux. Là, c'est une excellente question. La transition est à l'œuvre et elle se fait pas à pas et de façon déterminée et elle aboutira à une échéance qui n'est pas encore fixée par le remplacement de moi-même et de Marie-Hélène au poste de président directeur de la publication, sachant que c'est un poste qui, dans nos statuts, doit revenir à une ou un journaliste, et le remplacement de Marie-Hélène au poste de directeur général. Cette transition a commencé il y a 3 ans, avec le passage de témoin à la direction éditoriale d'un des 4 cofondateurs, François Bonnet, qui est présent à cette conférence de presse en visio, qui a passé la main au tandem que vous venez d'entendre, c'est-à-dire celui de Caroline Fouteau. Caroline Fouteau, les Carolines de tout à l'heure m'ont fait écouter, Karine Fouteau et Stéphane Aliès, tandem paritaire qui a donc pris la suite depuis 3 ans avec une très très belle réussite et vraiment à la direction éditoriale. Parallèlement, Cécile Sour, qui est sur notre écran à côté de Stéphane, est venue en renfort comme directrice administrative et financière dans le cadre de l'étoffement du pôle gestion. Parallèlement, on montait en puissance à la tête de d'autres pôles et on rejoint le comité de direction Julie Soquel, que vous voyez, qui est avec un masque bleu, Julie qui est la directrice, la responsable du pôle marketing. Renaud Creus, qui est derrière moi aux manettes de cette conférence de presse, est à la tête du pôle communication de Mediapart et ils sont aussi donc tous les deux membres du comité du pôle communication qui englobe aussi toute la relation avec les communautés, les réseaux sociaux, etc. Au comité de direction de Mediapart. Ça, c'est au niveau des instances de direction. Et par ailleurs, nous avons un pôle essentiel et qui a énormément de particularités chez nous, puisque nous avons fait le choix de l'investissement et non pas de la sous-traitance, qui est le pôle technique. Et depuis maintenant 2 bonnes années, Olivier Grange-Labat, 3 bonnes années, exactement, en même temps que se faisait la transition éditoriale, Olivier Grange-Labat nous a rejoint et est le responsable de ce pôle dit technique qui est au cœur de l'ensemble des développements de Mediapart, de la nouvelle application, du support du site, de l'organisation des abonnements et de comment ils fonctionnent et de nos projets futurs, notamment celui dont on n'a pas parlé, mais vous découvrirez un peu plus évoqué dans cette brochure d'une nouvelle formule. C'est une particularité vraiment, j'insiste, de Mediapart, que dans l'ensemble des métiers non journalistiques, nous avons fait le choix de l'internalisation et non pas de la sous-traitance. Et enfin, il y a un dernier pôle qui est, par un hasard de notre histoire, à Poitiers, qui est une dizaine de salariés, qui est le pôle de la relation abonnée, comme voilà, d'une proximité avec nos abonnés, qui est pas seulement une relation commerciale, qui est de les aider, de les accompagner, de les suivre, qui est un pôle qui actuellement nous avons la personne qui l'a créé, Marine Santin, a décidé de faire un autre choix professionnel et donc nous avons, pas plus tard qu'hier, lancé un appel à candidature pour un nouveau ou une nouvelle responsable de ce pôle. Ça, c'est pour décrire un peu ce qui se passe au niveau de la montée en puissance d'une équipe dirigeante qui a entre la trentaine et la quarantaine, qui est la génération qui aujourd'hui quotidiennement fait Mediapart. Parallèlement, dans ce qu'a évoqué Marie-Hélène sur la transmission du capital et les nouveaux statuts, 2 des cofondateurs sur 4, Laurent Mauduit et François Bonnet,
ont quitté le conseil d'administration de Mediapart à la fin de l'année 2020 pour laisser la place à deux membres de l'équipe, deux journalistes, donc Karine Fouteau pour la direction éditoriale et Fabrice Arfi qui est également aujourd'hui membre du conseil d'administration de Mediapart. Les 4 représentants internes sur 7 administrateurs de Mediapart. Outre nous deux, il y a désormais Karine Fouteau et Fabrice Arfi, François Bonnet et Laurent Mauduit, je le précise, étant toujours salariés dans l'équipe de Mediapart, mais ils ne sont plus responsables dirigeants. Et donc ce processus, nous allons continuer à le mener étape par étape et évidemment, un jour ou l'autre, nous vous annoncerons, Marie-Hélène et moi, notre départ. Mais voilà, le calendrier se fait en marchant, comme je viens de le résumer. Et juste une précision, le fait que ça ne soit pas, en fait, cette conférence de presse ne soit pas co-animée comme nous l'avions fait l'an dernier par l'ensemble de l'équipe de direction, est uniquement lié au confinement et au fait qu'on a dû faire le choix de parler sans masque, ce qui limitait à 2 personnes maximum. Sinon, vous auriez pu avoir l'ensemble de l'équipe et nous aurions eu la chance de vous voir aussi de visu. Est-ce que la réponse vous va? Tout à fait, tout à fait. Merci bien. Alors, pardon, c'est moi. Oui, il y a le plus fidèle des conférences de presse de Mediapart, notre confrère Jamal Eni de Capital, qui a une question. Oui, bonjour. J'ai une petite question sur Alors, il y a 2 ans, vous nous aviez présenté la mise en place du fonds de dotation, etc. Et donc, vous aviez expliqué que vous aviez souscrit un emprunt. Alors, je crois que c'était 11 millions d'euros. Et alors, je voudrais savoir combien, en gros, chaque année, vous devez payer pour rembourser le prêt, quoi. Voilà. C'est Marie-Hélène qui va répondre donc sur voilà cet emprunt et son remboursement fait dans le cadre de la transmission du capital de Mediapart au FPL via la SPIL. Donc, je vous confirme que votre mémoire est bonne sur les montants. Nous avions en fait donc pour que la SPIM puisse racheter 100% des parts de Mediapart pour ensuite les doter au fonds de dotation, la SPIM a souscrit un emprunt bancaire et a établi ce qu'on appelle un crédit vendeur, c'est-à-dire que la banque Crédit Coopératif portait un emprunt et les 4 cofondateurs plus un des actionnaires de Mediapart historique, la société Doxa, sont crédit vendeurs sur le remboursement de cet emprunt. Donc, il restait avant l'échéance, pour être très précis, avant l'échéance du mois de mars, un peu plus de 9 millions d'euros à rembourser globalement. Nous avons décidé, c'est pour ça que j'ai mis, mais j'attendais votre question, sur les slides, que les résultats réalisés en 2020 confortent l'indépendance que nous mettons en place pour le capital de Mediapart, puisque nous avons décidé de faire un remboursement anticipé plus important. Donc nous allons remonter très exactement 3 600 000 euros sur les résultats donc que je rappelle de 4 millions d'euros de Mediapart en 2020. Sur ces 3 600 000 euros, 3,5 millions seront un remboursement anticipé du prêt et des crédits vendeurs, puisque nous devons tous être traités de la même façon, et 100 000 euros iront abonder le fonds de dotation pour qu'il puisse mener ses missions d'intérêt général. Il restera ensuite des échéances inférieures à 1 million d'euros, de l'ordre de 900 000 euros par an pendant 4 ans, puis, je vous dis ça de mémoire, 600 000 euros pendant encore 2 ans. Donc, nous considérons que Mediapart c'était déjà ce qu'on savait quand on a construit ce projet, mais nous considérons aujourd'hui que Mediapart aura toute capacité à effectuer les résultats permettant de rembourser l'intégralité de l'emprunt
et de constituer des réserves, puisque déjà l'an dernier, nous avions constitué des réserves de 10% du résultat, et cette année, vous constaterez que 4 millions de résultats, 3,6 millions de remontées, il reste encore 10% de réserves dans Mediapart. Donc les deux piliers de l'indépendance, c'est aussi bien sûr l'indépendance du capital, mais aussi les moyens de continuer à développer, à investir et à faire des réserves pour les prochaines crises de diffusion d'informations qui arriveront forcément. Et donc, si à nouveau vous faites des bonnes années l'an prochain, il est aussi possible que vous remboursiez par anticipation un peu plus vite que prévu. Pourquoi pas, on verra chaque année. Je pense qu'on a décidé là de faire un remboursement anticipé très important pour ramener les échéances suivantes à un montant dont on est sûr de pouvoir assurer à 100% le remboursement. Est-ce qu'il sera nécessaire de refaire un remboursement anticipé ou pas? On décidera l'année prochaine. En tout cas, le niveau d'endettement désormais est un niveau d'endettement sans aucun risque et totalement supportable. C'est ça qui a été permis par ces résultats exceptionnels. Il y a une nouvelle question de Jean-Michel Demarquis de Mind Media, également un grand fidèle de nos conférences de presse. Bonjour à tous les deux, effectivement. Jamal, tu avais terminé? Parfait, merci. Bonjour à tous les deux, bonjour à tous. Effectivement, quelques petites questions. Vous évoquiez au 31 décembre 118 salariés. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de journalistes sur ce total? Alors, c'est dans le livret. Pour information, on met aussi dans le livret la répartition. Donc, en gros, l'équipe éditoriale représente 50% de l'effectif. L'équipe 55%. C'est 69 journalistes, 49 services opérationnels. Actuellement, les autres éléments, j'anticipe ce que disait, comme j'ai le livret sous les yeux. Il m'a coupé la parole, hein, vous avez noté. Non, tu cherchais le chiffre. C'est précis. Je viens à ton aide, excuse-moi. Et donc, justement, puisque nous parlons de l'égalité, et là, en clair, on m'accuse d'avoir fait du mansplaining. Exactement. Donc, je souligne juste qu'il y a actuellement 60 femmes et 58 hommes à Mediapart et par ailleurs nous donnons également l'échelle de salaire qui actuellement au sein de l'entreprise est de 1 à 3,38. Pardon, je m'arrête là et je te laisse continuer. Alors, je voulais juste redonner les ordres de grandeur parce qu'ils sont importants. Donc, en gros, considérons que la moitié de nos charges, et ça, c'est pas uniquement le nombre de personnes, mais aussi des charges, la moitié des charges relève de l'équipe éditoriale et de l'ensemble des investissements éditoriaux. Ensuite, à peu près 20% à la technique, 15% au marketing, 10% au service relations abonnés, et puis le reste étant l'équipe gestion RH. Donc ça donne des ordres de grandeur qui sont, je pense, un bon équilibre dans un journal. La prépondérance sur l'équipe et les inventions et innovations éditoriales et puis ensuite la technique est un élément clé dans nos activités, le marketing, bien sûr. Justement, votre directrice marketing a quitté ses fonctions à la fin de l'automne, je crois, ou à la fin de l'année. Est-ce que vous l'avez remplacée? Est-ce que vous allez le faire ou est-ce que vous êtes organisé? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est Julie Soquel qui est là, qui est la nouvelle directrice marketing, qui était déjà dans l'équipe. Estelle Coulon, qui était notre directrice marketing, un peu comme Marine Santin, qui était la responsable abonnée, ont décidé d'avoir une autre étape dans leur vie professionnelle. Et en bonne entente, c'est Julie qui a pris le relais. Deux points. J'ai raté peut-être, je sais pas, mon ordi peut-être bugué ou la présentation n'a pas été affichée. Vous pouvez me redonner le résultat net au 31 décembre ainsi que le chiffre d'affaires précis. J'ai calculé autour de 20 4 005 pour le résultat net et 20 485 pour le chiffre d'affaires. Ok. Et un dernier point sur 2021, vous avez annoncé, Marie-Hélène, une croissance moindre, alors que 2022, pardon, c'est une. Oui. On a budgété
On a fait un budget prudent, mais je redis toujours que chaque année, les prévisions prudentes de Marie-Hélène ont été battues à la hausse par le résultat de Mediapart. Donc, nous n'annonçons pas, nous sommes prudents, nous ne nous payons pas d'illusions, mais voilà, Marie-Hélène a fait un budget prudent et on verra le résultat dans un an, on vous dira où on en est. Est-ce que ce budget est un peu plus prudent que les années précédentes ou équivalent? C'est mon point. Il est tout aussi prudent que les années précédentes. C'est-à-dire que régulièrement, je me trompe sur le budget parce qu'effectivement, comme le soulignait Louis, on fait mieux. Mais ce n'est pas une gloire. Je préférerais faire un budget exact. Mais dans ce sens-là, ça ne pose pas de problème. Non, mais j'insiste, c'est quand même une des clés de la réussite en tant qu'entreprise de Mediapart. Il n'y a pas de bluff. Et de faire des budgets prudents, ça veut dire, voilà, on maîtrise, on sait, bon, voilà, on sait que l'événement peut nous servir, que notre travail peut créer des surprises. Mais on se paye pas de mots de la même manière que vous le savez, on ne bluffe pas sur les chiffres, on vous donne pas des croissances d'abonnés bruts, on vous dit ce qu'il en est net en prenant en compte le churn et ceux qui renoncent et ainsi de suite. Bref, là il y a dans le cadre du travail de Mediapart, il y a quelque chose de spécifique qui est dans notre culture d'entreprise qui est très particulier, quoi. Une autre question, Jean-Michel? Oui, une dernière, pour faire le point sur ce que disait Jamel tout à l'heure et ce que vous avez dit également, Marie-Hélène, sur les 4 millions de résultats nets, comment vous les avez, vous allez les utiliser? Là, je l'ai dit effectivement, je pense que votre ordinateur buguait. Donc, je confirme que nous remontons 3,6 millions, entre guillemets, nous remontons, c'est-à-dire que la SPIM va recevoir 3,6 millions euros de dividendes, et sur ces 3,6 millions euros de dividendes, elle va en distribuer elle-même 100 000 euros au FPL, donc à sa structure d'actionnariat, le FPL, de manière à ce que l'ensemble de la chaîne puisse contribuer aux missions d'intérêt général, et elle va en utiliser 3,5 millions pour effectuer un remboursement anticipé de l'emprunt et des crédits vendeurs qui restent en cours. Merci, c'est clair. Je n'ai pas d'autres inscrits. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que parmi les responsables de Mediapart, est-ce que Olivier, Julie, Karine, Stéphane, que je vois là, François Bonnet, Laurent Mauduit, cofondateurs, mais plus en responsabilité, d'autres veulent ajouter quelque chose à ce qui a été dit ou préciser quelque chose pour nos consoeurs et confrères? Non, voilà. Personne d'autre. Donc on va arrêter là. Je voudrais juste vous remercier en disant un dernier petit mot. Je le détaillerai dans le billet de blog là qu'on va mettre en ligne tout à l'heure. Je voudrais souligner quand même combien il y a beaucoup dans ce que fait Mediapart dans ce contexte. Il y a quelque chose qui est au service de toute la profession et qui permet d'être utile à tout le monde. Et nous espérons que cette utilité, on nous en donnera acte confraternellement dans la mesure où beaucoup des inventions de Mediapart, le modèle économique, l'invention du Fonds pour une presse libre, la dimension radicalement participative et bien d'autres sont des dimensions qui font je crois, de Mediapart un laboratoire utile à toute la profession. Voilà. Merci à toutes et tous et portez-vous bien et voilà et bon courage. Mediapart.